hope that you had a good lunch and you had energy to warm up. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous avez très bien déjeuné. Donc bienvenue de nouveau à cet atelier technologique donc basé sur les dernières technologies pour les agriculteurs. Donc nous allons parler durant cette séance numéro 3 de la sécurité, de l'intégrité de l'utilisation des robots en agriculture, et nous allons accueillir Monsieur Christophe Tessier. Bonjour à tous, Christophe Tessier de Ivo Ostens. Je suis conseiller technique chez SEMA. SEMA étant l'organisme européen qui défend les intérêts des producteurs de robotique et machinerie agricole. Et le but de notre association est de faire la promotion des machines et pour des solutions numériques en vue d'une agriculture durable. Et nous suivons et nous intervenons au niveau des réglementations européennes. Je vais donc parler des aspects sécuritaires qui sont liés à l'ensemble des règles et réglementations européennes pour le développement agricole, pour couvrir surtout tout ce qui est machines autonomes, mobiles, donc les robots. Tout d'abord, c'est un petit peu un devoir de philosophie, mais que dit-on quand on parle de sécurité? C'est quoi? Nous avons deux aspects. Tout d'abord, l'aspect de la sécurité sur les routes, et le second aspect est lié à la sécurité professionnelle, liée au travail en sécurité, dans des conditions de sécurité. Pour la sécurité routière, eh bien, il y a un gros manque de maturité au niveau des exigences techniques. Donc nous nous alignons sur ce qui a été fait pour les tracteurs, mais il faut vraiment attendre d'autres résultats. Ce qui est important pour nous, c'est de se concentrer sur la sécurité professionnelle sur le lieu de travail aujourd'hui. Pour la circulation sur les routes, en fait, ceci dépend des autorités locales et des autorités et nous parlons évidemment de traversée de route et pas de vraiment de circulation en soi sur les routes. Pour les robots, si on les compare aux tracteurs par rapport aux machines en fait. Donc les robots dans l'agriculture, nous avons des réglementations pour les tracteurs conventionnels et une réglementation spécifique pour tout ce qui est machine. Mais pour les tracteurs autonomes, un tracteur est censé engranger une puissance, et vous pouvez donc lui assigner une tâche bien particulière. Mais si vous considérez que avec l'autonomie, une unité autonome, si on la considère comme un tracteur ou est-ce qu'on la considère comme une machine? Dans ce cas, quelle réglementation va être la plus appropriée? Va-t-elle s'appliquer? Nous avons pour l'instant au niveau européen eu des débats à ce sujet, et même si ce n'est toujours pas très clair, nous pouvons considérer qu'un tracteur existant, s'il a une certaine autonomie, peut être considéré comme un tracteur autonome. Et dans ce cas, nous avons des tracteurs qui jouissent d'une réglementation spécifique et
dans le cadre de cette réglementation, c'est la réglementation 167/2013 qui gère, de la Commission européenne, qui gère la sécurité et il faut qu'une validation externe soit réalisée et qu'elle soit ensuite accréditée par cette autorité. L'an dernier, une évaluation a été lancée sur cette réglementation en vue d'évaluer la catégorie des tracteurs autonomes. Est-ce qu'on devait ouvrir le débat de cet aspect du travail agricole? Et les recommandations qui sont données par les consultants sont qu'il doit y avoir une réglementation indépendante. Ce sera une solution à long terme. Une nouvelle réglementation prendra des années. Donc, il y a un intérêt certain. Mais de nombreux débats entre les États membres et les autorités et les parties prenantes, telles que CIMA, devront opérer. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous avons une norme ISO qui gère des fonctions autonomes et il faut s'assurer qu'il y ait une cohérence entre les tracteurs et les machines. ISO 18497, publié en 2018, donne des principes de concept, des principes généraux de concept. Pour les solutions à court terme, vous avez ici des tracteurs et un article qui est dédié aux nouvelles technologies, aux nouveaux concepts. Et ceci permettrait aujourd'hui d'avoir une approbation pour un tracteur autonome. Mais ceci exigerait une préapprobation européenne qui serait reconnue par les autorités nationales et les tracteurs pourraient alors être utilisés dans un pays spécifique. Et alors, il demanderait à la Commission européenne d'approuver et de valider cette utilisation à travers l'Union européenne. Ceci signifie donc que l'intention ici, ce serait de pousser l'Union européenne d'ouvrir les débats et d'évaluer le besoin d'inclure ces nouvelles technologies dans cette réglementation spécifique. Nous arrivons aux machines qui sont traitées d'équipements motorisés et qui a un outil spécifique. Il est doté de cet équipement qui va donc réaliser une tâche spécifique. Cet équipement est également monté sur un tracteur. Ça peut être embarqué ou quelque chose de traîné. Les machines aujourd'hui rentrent sous le coup de la directive des machines 2006-42 et cette directive couvre uniquement la sécurité du personnel dans le cadre de leur vie professionnelle. Le principe de l'évaluation de la conformité, c'est vraiment d'être compliant. Et le producteur doit fournir un dossier technique où il y a l'évaluation des risques, l'identification des solutions techniques suite à toutes les situations dangereuses qui peuvent découler de l'utilisation de la machine. En cas d'accident, une procédure claire doit être décrite pour réduire les risques.
et rendre l'utilisation de cette machine le plus sûre possible. Si nous comparons ceci à la réglementation sur les tracteurs, c'est quand même une grande différence parce que l'évaluation de conformité pour les tracteurs est réalisée par un opérateur externe. Alors, les directives de machines, en fait, elles couvrent une gamme très large de machines. Ça peut être des moissonneuses-batteuses ou des machines beaucoup plus simples. Et nous avons en fait des exigences extrêmement générales. On appelle ça les exigences de santé et de sécurité essentielles qui, dans la directive des machines, l'objectif était de promouvoir l'utilisation de normes harmonisées. Donc une norme européenne. Les références que j'ai données auparavant pour les fonctions autonomes, ISO 1897, en fait, de 2018, c'est une norme qui répond aux directives des machines. Et ces standards harmonisés nous permettent de montrer que l'on est compliant aux directives de machines. Ce n'est pas obligatoire, mais ceci aide. Et ceci nous permet d'avoir vraiment une directive tout à fait à la pointe et mise à jour. Donc, le contenu technique de ces normes standardisées, est-ce que donc il faut s'assurer qu'un consultant externe fasse cette évaluation et alors la référence de ce document est référencée et listée et publiée dans le journal officiel de l'Union européenne et à travers cette publication, si vous êtes compliant, eh bien on vous donne une présomption de conformité avec la directive. Donc, le standard de votre machine harmonisée, ce standard harmonisé vous donne la conformité pour la directive des machines. Cette directive des machines de 2006, elle a déjà 15 ans, est née de la demande de réviser ces directives pour tenir compte de l'introduction des nouvelles technologies qui incluent les machines mobiles autonomes, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle aussi tous les interfaces et les échanges de données. Ce que j'ai mentionné, c'est que nous avons également, avec la révision de cette directive des machines, parallèlement, nous avons développé les réglementations dédiées à l'intelligence artificielle et pour la cybersécurité également et Internet. Et nous avons donc eu le développement des réglementations par la loi de cyber-résilience. Donc, pour la technologie Internet, la technologie cyber, il y aura tout un jeu de réglementation qui s'assurera de la bonne utilisation sûre de ce type d'outils. Cette réglementation s'applique aux nouvelles technologies, nouveaux équipements pour les machines et donne vraiment les exigences auxquelles doivent se plier les producteurs. Pour cette réglementation, puisqu'on passe d'une directive à une réglementation, l'impact est qu'une fois que la réglementation est publiée, elle doit être appliquée dans tous les pays membres de l'Union européenne.
La publication de cette réglementation, il y a un laps de temps de quelques semaines. Elle doit être publiée dans les semaines qui viennent, en 2023. Donc entre mai et juin de cette année. Et nous pensons que l'application de cette nouvelle réglementation va s'appliquer donc autour de 2026-2027. Dans le cadre de cette réglementation des machines, il y a des aspects qui doivent être examinés, surtout pour ce qui est des machines à haut risque. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on doit s'exprimer, mais les machines qui sont considérées comme plus dangereuses dans leur utilisation que d'autres dans l'évaluation des risques. Il faut identifier ces machines et avec également la dangerosité, la fréquence de ces accidents et le type d'accident et l'évitement. L'occurrence, c'est la probabilité donc qu'un risque peut en fait subvenir. Et lorsque celui-ci subvient, est-ce que cette occurrence est fréquente ou pas? Quelle est la fréquence de cet accident à risque? Quelle est la gravité ensuite de cet accident? Alors là, il faut une approche itérative. Les premières étapes sont de prendre des mesures dans la conception pour justement éviter tout risque. Et si ce n'est pas le cas dans la conception, il faut qu'il y ait une protection pour protéger les utilisateurs. Et ensuite, l'information du risque résiduel doit être claire et on doit alerter les utilisateurs sur la machine et également donner des instructions claires pour informer les utilisateurs de ces risques résiduels. Donc je présente ici les aspects principaux de cette réglementation qui couvrent les robots et on en parle donc de machines autonomes. Tout à l'heure, je parlais de robots en agriculture parce que c'est le cas. Mais comme je l'ai dit avant, la réglementation des machines couvre tout type de machines. L'aspect principal étant que c'est par rapport à la directive existante. On doit considérer les interfaces entre l'humain et la machine, l'ergonomie, les systèmes de contrôle qui doivent faire les fonctions de sécurité en soi. Également, ceci introduit des notions de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le rôle de superviseur et cette fonction. C'est une fonction où il y a une surveillance à distance de cette machine autonome et ceci donne également des ordres limités. Cette fonction de supervision n'est active qu'en mode autonome. Le point positif pour les fabricants, c'est que ce n'est pas imposé sur tout type de machine. Il y a beaucoup de débats autour de cette obligation, car il faut considérer l'environnement et les critères techniques de la machine pour évaluer ce besoin de supervision ou pas. Et cette fonction de supervision est-elle nécessaire ou pas? Comme je l'ai dit, il y a donc un survol des opérations, des risques résiduels, en fait des lignes directrices pour commencer et terminer seulement en mode autonome. Il faut également alerter sur les situations dangereuses
Et si cette fonction de supervision est évaluée comme étant importante sur la machine en soi, alors la machine ne peut pas fonctionner si elle n'est pas activée. La réglementation sur la machine nous fournit également quelques spécifications dans la zone d'opération autonome, avec deux considérations principales. Un système de protection périphérique dans votre zone de travail. Et s'il n'en a pas, il faut un système de détection des obstacles ou des personnes. Mais s'il y a une inclusion de l'environnement, il faudra peut-être alors avoir un système de détection des objets ou des personnes. Donc c'est véritablement une évaluation de l'environnement et des conditions de travail dans lesquelles votre robot va opérer. Il faut également tenir compte de tous les risques qui sont liés au mouvement et au déplacement de la machine dans ce cadre. Et si votre machine est connectée à une autre machine, il faut examiner l'ensemble de la combinaison et ceci génère des risques additionnels. Si le système est en panne sur le système de pilotage, ça ne doit pas avoir d'impact sur la sécurité. S'il y a une panne, on doit mettre le système dans un état sûr. Et s'il y a des batteries sur votre équipement, si elles sont munies de batteries, il faut les recharger. Le déplacement vers la station de recharge doit être assuré de manière sécurisée. Comme je l'ai dit auparavant, la nouvelle technologie, lorsque la réglementation qui gère les machines a été mise en place, l'objectif était également en parallèle d'avoir une réglementation qui devait être vraiment dédiée à l'intelligence artificielle. Mais le travail a été très très important concernant la réglementation d'intelligence artificielle. Nous n'avons pas pu avoir un développement parallèle de ces deux réglementations. Ainsi, les deux ont été déconnectés. Et donc, toute référence dans les réglementations de machines pour l'intelligence artificielle a été enlevée. Et on cherche à trouver le moyen de mieux cibler un système, pour bien évaluer un système avec une approche d'apprentissage d'utilisation des machines. Donc ce que nous avons en tête, ce sont des équipements qui vont utiliser des systèmes, des techniques de machines et qui seront mis à jour en ligne. Donc, lorsque ce système d'apprentissage sur la machine assure les fonctions de sécurité, il y a une considération spécifique car cette machine peut avoir un niveau de risque plus élevé comparé à une machine habituelle et donc il faut que son utilisation soit validée par un parti tiers, même si c'est déjà inscrit dans la réglementation de la machine, il faut avoir une validation par un tiers. Donc, ceci concernera l'équipement qui est dans le système d'apprentissage de la machine qui est géré de manière indépendante ou alors c'est combiné dans la machine
et le système en soi n'avait jamais été lancé sur le marché. C'est dans ces cas-là. J'espère que je suis claire, nous dit l'orateur. Et donc j'ai mentionné cette connexion entre les réglementations des machines et la réglementation de l'intelligence artificielle. Mais dans ce cas spécifique, c'est validé donc par un parti tiers pour la réglementation des machines qui doit être compliant et répondre aux exigences techniques qui sont également données dans les réglementations d'intelligence artificielle. Donc en pratique, pour cet article spécifique, il y a les exigences techniques de la machine et des exigences aux réglementations machine, mais également avec la réglementation d'intelligence artificielle, car c'est considéré comme un outil à haut risque. Ensuite, les normes harmonisées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ciblent l'utilisation spécifique de la machine. Par exemple, une machine de travail de tillage, de travail du sol. Et cette machine, cet apprentissage de machine Je suis désolée, je me suis perdue, nous dit l'orateur. Donc, dans ce sens, il faut que ça réponde également aux exigences de la réglementation des machines, mais également, ça doit répondre aux exigences techniques de la réglementation en intelligence artificielle. Alors, ce comportement spécifique et les systèmes y afférents, les exigences techniques qui sont listées dans la réglementation des machines doivent être réglementées par un système de contrôle. Aucune modification ne peut intervenir. Ceci engendrerait d'autres situations dangereuses. Les actions prises et les tâches définies comparées à l'évaluation des risques originels, eh bien, on ne peut pas ajouter de nouvelles tâches pour la partie en déplacement, et il y a vraiment un besoin d'enregistrer toute intervention pour s'assurer que si un tel système existe sur votre machine, si quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir comment les choses vont se passer et quelles interventions vont se faire et quelle mise à jour du logiciel peut se faire pour répondre à cette situation potentiellement à risque. J'ai également parlé de la réglementation d'intelligence artificielle, et j'avais parlé de l'intelligence artificielle à haut risque, et je vous avais montré un transparent sur le développement de cette réglementation. Comme je l'ai dit auparavant, ça a été développé en parallèle avec la réglementation des machines. Il y avait une proposition pour que ce soit, ça a été lancé en 2021 avec l'identification de l'intelligence artificielle à haut risque selon l'environnement. Tous les systèmes de fonction pour s'assurer de la sécurité sont imbriqués dans les tracteurs qui doivent ensuite encore être évalués. Donc c'est là où il y a une différence entre les machines et les tracteurs. Il y a une publication qui est attendue d'ici à la fin de cette année 2023 ou plus tard au début 2024.
Cette réglementation considère donc ces systèmes de réglementation dans l'envisage durant tout le cycle de vie avec les mises à jour régulières, et le risque doit être géré dans une bonne utilisation, mais également avec des données post-marché, post-mise en circulation, et avec également des mesures gérant une mauvaise utilisation. La gouvernance des données, la gestion des données, lorsque on fait une formation des modèles, lorsque vous avez besoin de données pour votre système, il faut que vous utilisiez différents types de données, donc formation, validation et test des sets de données de test de manière indépendante pour s'assurer de la validation. Il faut également, c'est évident, mais dans tous les cas, il faut garder et conserver pour la transparence du système un comportement du système qui doit être facilement interprétable, également une surveillance des humains pendant l'opération des systèmes. Il y a également une exigence sur la capacité du système à être à enregistrer les événements durant les opérations. Le titre de ma présentation était « La sécurité et l'intégrité des robots dans l'agriculture ». Le mot « intégrité », c'est vraiment, ça a trait à la cybersécurité. Cybersécurité ou cyber-résilience est décrit ici par les deux dernières réglementations. La cyber-résilience et la cybersécurité, eh bien, elles sont considérées, en fait, visent à éviter qu'un événement ou corruption externe puisse générer des utilisations dangereuses de la machine. Pour la sécurité et pour la réglementation, ceci a trait au comportement du système pour s'assurer que votre comportement ne soit pas modifié par des éléments de corruption externe. Et finalement, je suis désolée de vous avoir parlé de toutes ces réglementations, mais la dernière, c'est donc la loi de cyber-résilience, la CRA, qui traite des tracteurs et des machines. Et on parle des produits avec des éléments numériques. Ça peut être du logiciel et du matériel avec des systèmes de télécommande. C'est peut-être la cybersécurité, ce qui arrive là. Non, je ne sais pas qui a fait cela. Un trait d'humour. J'essaie d'expliquer ce qu'est un produit avec des éléments numériques. Donc, il peut avoir des produits matériels et logiciels, des systèmes de contrôle à distance pour gérer les données. Et dans ce cas, on rentre dans un cycle d'auto-compliance et les principes vont être similaires aux réglementations sur les machines, c'est-à-dire avec des exigences techniques générales. Et ensuite, pour chaque famille de produits, vous aurez la possibilité de définir et de développer une norme pour une certaine famille de produits plus adaptée et qui relève plus de ces exigences techniques spécifiques. Les exigences principales de cette réglementation
sont de s'assurer que votre niveau de cybersécurité est approprié, basé sur le type de risque que vous pouvez rencontrer, que les équipements de vos produits n'aient pas de vulnérabilité exploitable connue et qu'on puisse également le protéger contre un accès non autorisé. Protégez vos données également. Il faut également enregistrer et surveiller toute activité interne. Si vous identifiez sur votre machine certaines vulnérabilités après son utilisation sur le marché, il faut vraiment répondre à ces vulnérabilités après et les mettre à jour au niveau de votre équipement. De notre point de vue, du point de vue de la CEMA, cette cyber-résilience, cette loi sur la cyber-résilience, elle ne fournit pas simplement certaines composés par-ci par-là pour votre machine ou votre équipement pour qu'il soit compliant à la réglementation. Nous pensons que, en fait, c'est un examen complet de l'ensemble de l'architecture et les données d'application dont nous disposons aujourd'hui et d'ici à 2026 pour construire cette réglementation, eh bien peut-être ce ne sera pas assez et il faudra peut-être aller jusqu'en 2030. Ce sera beaucoup plus raisonnable dans ce secteur pour avoir une réglementation qui s'adapte vraiment à la réalité. D'un autre côté, pour les tracteurs, nous avons peur d'avoir encore une autre réglementation avec une multiplication de réglementations qui génère un gros fardeau sur les épaules des fabricants. Donc j'ai essayé de décrire le monde des réglementations européennes et les règles européennes qui régissent cette utilisation et auxquelles les fabricants doivent répondre. Comme je l'ai déjà dit également, ces réglementations et la cyber-résilience essaient de faire la promotion et de promouvoir l'utilisation des normes harmonisées qui sont vraiment dédiées aux machines agricoles. Et je vais vous montrer ce que nous avons aujourd'hui en termes de normalisation. Et nous avons, je l'ai déjà mentionné pour les tracteurs, mais c'est vraiment une norme qui donne, donc la directive existante, c'est ISO 18497 avec les principes de conception pour les machines agricoles automatisées. Et cette directive se concentre sur les machines pas très grandes. Il y avait un petit peu un vide pour les petites machines et on a voulu réviser les normes et avoir une meilleure couverture des machines couvertes par la réglementation pour couvrir également tous les déplacements autonomes. Donc beaucoup de techniques ont été utilisées. Vous avez les techniques dites automatisées, non automatisées, télécommandées. Et vous avez toutes les fonctions manuelles, gestion manuelle, partiellement automatisées, autonomes. Et dans ces rubriques, la vision était pour les normes ISO. Il y a maintenant ces 4 rubriques avec les définitions, avec le vocabulaire adéquat pour le développement de ces notions de semi-autonome, autonome, etc. Donc la première partie parle des principes de conception, le deuxième
des obstacles, des systèmes de prédiction des obstacles, zones autonomes d'opération et enfin la vérification et validation, principe de vérification et de validation. Ces normes nous donnent des critères pour donc les fabricants pour, dans la conception de machines et d'outils et de robots sécurisés. Les exigences générales ne tiennent pas compte de leurs applications spécifiques ensuite, mais elles donnent un cadre juridique à suivre avec des points dont il faut tenir compte lors de l'évaluation des risques. Particulièrement pour la validation et la vérification, il y a des descriptions de méthodes de test à mettre en place selon la taille de votre machine pour la détection d'objets ou de personnes. Il y a différentes méthodes à suivre et critères pour un objet pour aider le fabricant. Alors, du point de vue de la CEMA, nous avons donc maintenant les exigences générales que je vous ai exposées pour le développement. Il faut maintenant développer des cas d'utilisation spécifiques avec des exigences techniques. Donc, il y a un travail préliminaire que nous réalisons au sein de notre organisation. Nous travaillons de concert avec les États-Unis et une organisation japonaise pour s'assurer que nous aurons des exigences techniques mondialement applicables et qui pourtant répondent aux exigences européennes. Nous identifions certaines priorités dans notre travail. La première tâche à laquelle nous attelons, c'est donc pour les opérations de soil working, du travail du sol, de préparation des sols. Vous verrez ceci jeudi. Nous travaillons également à la protection dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'évaluation des risques. C'était un point très important. Nous avons vu de nombreux des tests de développement. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'évaluer ce qui peut être un risque pour une machine ou pas. Il faut donc tenir compte de ces critères techniques, l'environnement dans lequel la machine opère. Et tous ces aspects doivent être pris en compte avant de préparer et de proposer des solutions techniques. Comme je l'ai dit, j'ai déjà expliqué ceci. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'avoir un travail généralisant qui proposerait des normes ISO et notre temps de travail pour nos objectifs, pour répondre aux objectifs, serait d'ici à la fin de l'année. En tout cas pour le travail du sol. Et pour la cybersécurité, nous rencontrons la même situation avec des normes harmonisées et pour être compliant avec la loi de cyber-résilience.
et avec une autre organisation qui est l'AEF, donc Agricultural Industry Electronics Foundation, donc la fondation pour l'industrie agricole électronique. Donc il y a un travail préliminaire qui est réalisé au sein de cette organisation pour arriver à ces normes ISO. Quelques mots peut-être pour finir. Ceci est lié indirectement à la sécurité, mais également l'ACEMA travaille au niveau des projets européens dans le secteur agroalimentaire. Donc ce n'est pas juste un fabricant, ce ne sont pas juste des laboratoires de tests. Beaucoup d'entreprises et de projets nous ont rejoints pour la promotion de ces projets, pour le développement de ce type d'équipement. Vous avez des hubs d'innovation numérique et nos fabricants sont représentés également dans ce réseau. Ce qui est important, et j'ai oublié d'en parler pour la CEMA, c'est que nous défendons les intérêts des grosses entreprises, mais pas seulement. Nous travaillons également avec les petites et moyennes entreprises et surtout dans le secteur des machines autonomes ou semi-autonomes où les PME sont très présentes. Donc l'objectif, comme je le disais, c'est vraiment de faire la promotion de ces technologies et de rentrer dans ce réseau. Et pour les solutions techniques, un catalogue a été élaboré pour ce projet agro-biofood et 123 solutions de robotique ont été incluses dans ce catalogue donc, de la robotique agricole européenne. Si ceci vous intéresse, ma présentation est donc disponible et mes collègues suivent également ce projet et ils sont disponibles. Voilà tous les partenaires du projet. Et merci vraiment. J'espère que ma présentation n'était pas trop difficile et trop théorique. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser. Merci. Thank you very much. Hopefully there will be a presentation about the AgroBioFood project a little bit later in the afternoon. Unfortunately, we are a bit out of time, but you stay here for the discussion, so maybe we can go further on some points during the discussions. And you are here also tomorrow, and you stay tomorrow? I will be here tomorrow. So you will be free to ask questions to Christophe tomorrow. Thank you again. And so we will switch on. Bien, passons donc à notre orateur suivant. On va voir le cas d'une étude de cas de cartographie. Bonjour à tous. Je m'appelle Dimitri Bergen, je suis ingénieur à l'INRAE et avec moi j'ai Marc-Antoine qui travaille pour Innodura. Et nous allons donc parler d'un certain nombre de cas pratiques dans l'environnement agricole. Donc je vais commencer en expliquant à quelle équipe de scientifiques je fais partie.
Petit, donc je fais partie d'une équipe qui est basée à Clermont-Ferrand. Et donc l'étendue de notre sujet de recherche que nous avons au ROMEA va donc de la conception du robot à l'étude de l'interaction avec les humains et l'environnement. Bonjour à tous, je suis Marc-Antoine d'Inodura. Nous sommes une entreprise tech basée à Lyon et nous concevons et fabriquons des systèmes sur mesure pour une assez vaste panoplie d'applications. Nous développons 4 technologies. Inopic, qui est un système de guidage robot pour des applications flexibles, notamment le ramassage des haricots verts. Nous travaillons sur une autre technologie qui s'appelle Inovia, déplacement de machines pour éviter la collision. Il y aura une démonstration d'un robot INRAE. Nous avons Inoscan et Aeronoscan, on en parlera dans la présentation. Bien, donc ensemble, nous avons créé un laboratoire joint qui s'appelle Agrivia et qui commencera à travailler à partir du 1er avril. Donc, le contexte, eh bien, l'agriculture et la robotique agricole est identifiée comme étant un des piliers de la 3e révolution agricole, telle que perçue par le ministre de l'Agriculture. Et ces robots doivent avoir un certain nombre de comportements pour agir sur le sol et les cultures, tout en maintenant la précision et la sécurité. Et bien sûr, le plus important, c'est la sécurité des humains et des infrastructures. Ce qui implique une bonne connaissance de l'environnement. Alors, on utilise pas mal de capteurs, des caméras, des GNSS RTK, des lidars et d'autres. Et nous avons décidé d'utiliser des lidars pour leur capacité de produire des informations précises, mais surtout parce qu'ils ne sont pas sensibles à la lumière. Alors, nous utilisons ce lidar pour 2 raisons. Premièrement, les capteurs de sécurité laser et leurs limitations, parce que parfois il y a des arrêts qui sont générés. Il y a un certain nombre de raisons qui font que nous avons étudié les cartes en tridimensionnel pour permettre aux robots de savoir ce qui les environne. Ensuite, il y a la limitation de la navigation basée sur le GPS, parce que bien sûr, le GPS dépend du signal satellite. Et parfois, on perd le signal GPS dans certaines zones. Et parce que nous avons besoin de localiser précisément ces engins, il faut trouver des alternatives. En l'occurrence, nous avons trouvé une solution qui utilise uniquement le lidar. Nous voulions savoir dans quelle mesure la technologie lidar fonctionnait et nous voulions bien sûr comparer les différentes technologies lidar. Tout d'abord, pour clarifier ce qui suit, je vais vous parler donc de notre expérience. Donc nous avons réalisé ces expériences en utilisant des robots semi-agricoles. Il s'agit d'un tracteur
Et cela nous permet donc d'installer des capteurs à l'avant et de porter des charges à l'arrière. En tout cas, c'est ce que nous avons fait. Pour la cartographie 3D, nous avons travaillé à l'intérieur et nous avons travaillé à l'extérieur pour la cartographie et le SLAM. Donc les capteurs que nous utilisons sont robustes et qualitatifs. Ils sont sélectionnés pour leur fréquence, le nombre de couches. Donc nous avons deux lidars avec une couche, un avec 4 et un avec 24. Alors, parlons maintenant de l'InnoScan pour la cartographie 3D. Je vais donner la parole à Marc-Antoine. Alors, comme je l'ai dit, nous avons un nombre limité de couches sur les lidars, de 1 à 24 pour ce banc d'essai. Et donc, Innoduro a conçu InnoScan afin d'augmenter le nombre de couches. Donc, voilà. Complexité lidar et prix augmentent avec le nombre de couches. Et donc, nous avons conçu une solution qui fait tourner le lidar afin d'obtenir de façon virtuelle un nombre infini de couches. Et donc, nous avons donc nous pouvons ainsi travailler en ajustant la vitesse de rotation du lidar, ce qui mène à une résolution plus ou moins élevée. Nous avons travaillé avec l'INRAE pour développer une plateforme compatible avec plusieurs lidars. Donc ici, l'on peut voir les 4 nuages de points que nous avons dans le hall de l'INRAE. Et donc, bien sûr, le nombre de points augmente avec le nombre de couches, la fréquence et la résolution. Par exemple, l'équipe 151 a 500 000 points et le MRS 6000 a plus de 3 millions de points. Donc on voit ici que ces nuages de points sont très denses. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec cette équipe qui est très petite. Et le MRS 1000 est un excellent compromis entre qualité et densité de points. Autre chose que nous avons noté, c'est que le MRS 6000 expliquera donc un certain nombre de résultats que nous avons obtenus. Nous avons réalisé des tests en extérieur et là on peut voir ici que le lidar présente un avantage non négligeable qui est qu'il fonctionne avec l'extérieur sans être impacté par la nuit. Alors, nous avons décidé d'aller plus loin. Comme Marc-Antoine l'a dit, nous avons pris le MRS 1000 comme référence afin de réaliser des comparaisons cloud to cloud en utilisant des logiciels de comparaison de cloud.
Et donc c'est un algorithme assez basique qui recherche le point le plus proche dans le nuage de référence. L'objectif est de monter donc les différences entre le nuage de référence. Et c'est ce que l'on peut voir dans cette vidéo. Donc ici on peut voir le MRS 1000. Et ici nous avons déplacé l'humain qui est ici de façon intentionnelle afin de confirmer que les différences, les disparités sont bien distinctes. Et donc on peut voir en couleur toutes les différences. Donc ici on peut voir le nuage de référence. Et là on a les 24 couches. Donc la conclusion avec cette comparaison, c'est que nous avons pu reconstruire ce bâtiment avec la même résolution que dans un environnement fermé, tel que vous pouvez le voir dehors. Mais il y a également des disparités que l'on ne voit pas forcément sur le nuage MRS 6000, qui sont dues à l'effet de quantisation. Et la résolution étant à 6 cm, on peut dire que ce capteur est très adapté quand il décide de détecter quelque chose qui est très loin. Donc nous avons comparé le MRS 1000 au 6000 et on peut voir qu'on obtient moins de données sur ce scan parce qu'il y a moins de couches. Quand on fait la verticale, en revanche, on voit plus de détails dans la gamme horizontale. Et donc ici, l'élément 1021 présente des résultats tout à fait probants. L'autre mode opératoire du scan, de l'InnoScan, c'est l'angle. Et donc, on peut maintenir un certain angle afin de réaliser d'autres tâches. Ces autres tâches peuvent être variées. Et si vous voulez voir les applications, venez demain aux démonstrations dans le pavillon de démonstration. Et je redonne la parole à Marc-Antoine pour quelques explications. Merci, Dimia. Donc, SLAM signifie cartographie et localisation simultanée. C'est un des outils utilisés pour la robotique automatisée et grâce au SLAM, un robot peut explorer des environnements inconnus et complexes et naviguer de façon autonome. Donc, Innodura a travaillé avec des programmes gouvernementaux pendant 3 ans afin de mettre en œuvre des technologies SLAM dans différentes situations. Nous avons donc fini avec cette veste que quelqu'un porte et réalise un SLAM en temps réel. Alors, un SLAM laser, comme on peut voir ici, implique l'analyse de points de nuages en 3D et chercher un certain nombre de caractéristiques telles que des blobs. Et cela doit être comparé à des scans précédents afin d'estimer les éléments recherchés. Et ce qui est intéressant ici, c'est que une carte générale peut être estimée de façon dynamique et doit être filtrée
en temps réel pour la programmation. Et le SLAM, bien sûr, peut être utilisé avec des capteurs, des caméras, des IMU et autres. Donc, nous avons appliqué un SLAM laser sur des données collectées par l'INRAE. Et ici, on peut voir la construction de la carte en temps réel pendant que le robot se déplace. Donc, ceci est construit grâce au LIDAR. Et c'est l'IMRS 1000 ici. Et nous avons également un système GNSS sur le robot. Et donc on a comparé les trajectoires. Et donc on a comparé la trajectoire pure SLAM à la trajectoire GNSS. Et on peut voir que c'est vraiment précis. On a juste une déviation à la fin de la trajectoire après un virage serré. Mais avec Sensor Fusion, quand on ajoute un IMU, eh bien, on a réussi à éviter ce type de problème. On a même réalisé le même test avec un IMRS 6000 et vous pouvez voir que le résultat n'est pas aussi bon. Et donc on peut observer que le SLAM diverge dès le début du test. Le problème, selon nous, est l'angle limité et qui limite donc les caractéristiques que l'on veut. Il faut savoir que le positionnement du SLAM n'est pas un positionnement absolu, ce qui peut mener à des propagations d'erreurs majeures. Bien, donc nous avons présenté les résultats de ce travail. Donc les perspectives à court terme seront donc travaillées sur par exemple des épandages, des arrosages. L'autre perspective à court terme sera de réaliser de la fusion de données pour améliorer les applications SLAM. Surtout pour le MRS 6000, parce que pour le 1000, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut voir comment on peut réaliser de la détection humaine avec le nuage de points 3D. On a commencé à le faire avec des cartes pour clusteriser et segmenter un certain nombre d'objets. Et les perspectives à long terme, ce sera le travail sur Agrivia et travailler à des certifications pour la navigation autonome. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver dans la session poster et on en parlera volontiers avec vous. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much. I'm sorry to tell you that, but we are Merci beaucoup, mais nous sommes en retard. La bonne nouvelle, c'est que demain, vous ferez un certain nombre de démos. Et donc, voilà. Pour les questions, ça sera pendant la session poster et bien sûr demain et le jour d'après. On pourra vous poser les questions dans lors de votre démo. Merci beaucoup. Et donc maintenant, nous allons passer à une présentation sur la sécurité. Parlons donc de sécurité pour les agriculteurs avec le développement de robots qui aident les agriculteurs à limiter leur exposition aux produits chimiques. Monsieur Bipé de Linksectech.
Bien. Donc, je suis ravi d'être ici, mais avant de commencer et avant de parler du projet, il faut que je vous parle de mon institut afin que vous compreniez d'où je viens et d'où je parle. Alors, nous sommes une organisation à but non lucratif privé, donc nous faisons de la recherche très basique, de la recherche fondamentale. Nous travaillons sur des projets de recherche fondamentale. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que nous faisons. Donc, nous faisons un petit peu tout ce qui a trait aux ICT, aux robots et à l'intelligence artificielle. Donc, nous avons d'un côté des scientifiques qui essayent de pousser nos idées sur le marché. Et puis, nous avons également des initiatives qui essayent d'aller sur le marché afin de comprendre quels sont les besoins et les désirs de la société en termes de robotique et d'ICT. Donc, voici différentes initiatives que nous avons. La première, donc, c'est l'initiative Tech for Tech 4 AgroFood, donc la tech pour l'agroalimentaire. Il faut pouvoir innover pour être plus durable sur notre planète. Donc ça, c'est un petit peu notre mission qui est donc de forger une révolution digitale dans l'agroforesterie et l'agroalimentaire. Et donc voici notre travail. Nous avons un catalogue de compétences et comme nous sommes une organisation à but non lucratif privé, nous ne vendons pas de produits ou de services. En tout cas, on ne vend pas de services qui concurrentent les entreprises. Donc, nous avons la capacité de faire tout ce qui a trait à la robotique, Internet des objets, j'en passe et des meilleurs. Et donc, pour développer ces technologies, nous avons 4 laboratoires. L'un d'entre eux est le laboratoire que je gère. C'est le laboratoire pour la robotique et pour l'Internet des objets, pour la robotique de précision dans l'agriculture. Donc, fondé en 2014. Notre point de départ est la réalité portugaise qui est très différente du nord au sud du pays. Et donc nous sommes partis de là et on a étudié le concept donc d'agriculture de précision qui est donc d'utiliser le bon produit au bon endroit au bon moment de la bonne façon. Et on essaye de développer des machines qui, ma foi, respectent cette ambition. Et donc l'idée est de déverser non plus des tonnes, mais des grammes uniquement de produits. Et donc nous devons trouver des solutions. Au lieu d'utiliser d'énormes engins, nous devons essayer de nous tourner vers des machines plus petites. C'est notre ambition. On essaie de développer des petites machines sûres et précises. Et donc, lorsque cette réalité sera atteinte, eh bien, on sera heureux. Mais nous avons 2 défis principaux. C'est que nous avons nos vignes de Porto qui sont sur des pentes. Et ici, les signaux GPS ne fonctionnent pas. Et puis, un autre défi qui est que le terrain n'étant pas plat, les robots peuvent tomber ou les machines peuvent tomber. Et nous avons également donc des contraintes en termes de mécanisation. Ensuite, dans le nord du Portugal, nous avons énormément de forêts. Et dans ces forêts, nous avons besoin de beaucoup de machines qui collectent cette biomasse. Et donc, de notre point de vue, ici, c'est très intéressant parce que l'on peut combiner 3 types d'efficacité. On ne recherche pas des robots dans des conditions précises, mais on cherche des systèmes compacts qui s'adaptent à différents contextes et à des environnements complexes, forêts, vergers ou vignes. Et bien sûr, nous avons énormément d'expérience dans le développement de robots, mais dans
ici, on essaie de développer des technologies de l'Internet des objets. Alors voici notre objectif, notre feuille de route. Donc ici, il y a 4 étapes. La première, c'est que on veut des robots qui puissent agir de façon autonome et obtenir un maximum d'informations des cultures. Nous sommes actuellement dans la deuxième phase où on développe donc des arrosages de précision. Et ensuite, on passera donc à la taille de précision. Et nous avons différentes technologies, groupes de technologies sur lesquels nous travaillons. Nous sommes une équipe d'environ 24 personnes à l'heure où je vous parle et on travaille donc sur la navigation et comme la sécurité est le sujet de cet atelier, on travaille sur la navigation en prenant en compte bien sûr la sécurité. Et ce sont des technologies qui pourront être utilisées à l'avenir par d'autres entités. Et on s'est basé un petit peu sur les protocoles de l'aviation qui sont simples, clairs, précis et qui peuvent être réutilisés et copiés. Alors, pour tester ces technologies, nous avons 5 sites expérimentaux qui ont été mis à disposition par des entreprises portugaises où nous pouvons tester ces technologies. Voici la première génération de robots que nous avons déployés dans ces vignes. Alors, la première difficulté, c'était d'aller sur la vigne. Donc ici, on a un robot avec un bras articulé qui va toucher les feuilles et qui extrait une partie de la feuille ou de la vigne afin d'étudier la qualité de la plante sans l'endommager. Et ça, c'est très important. Si l'on veut réaliser une opération de vendange précise, eh bien, cela permet de cueillir la grappe, le raisin, au bon moment. Ensuite, il y a un robot qui fait voilà, un arrosage de précision. Ici, il y a un robot qui a été développé et qui peut se déplacer dans les vignes. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'on a besoin d'un centre de recherche, un utilisateur final et une entreprise qui pourra mettre cette technologie sur le marché. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ici, on peut voir les mêmes technologies qui fonctionnent dans l'industrie forestière pour la production de biomasse. Mais bon, je ne peux pas tout dire à la fois parce que on n'a pas beaucoup de temps. Autre chose donc sur laquelle nous avons travaillé. Donc, pour mettre cette technologie sur le marché, nous devons développer non pas seulement des parties de la technologie, mais la technologie dans son ensemble, du début jusqu'à la fin. Et donc, on doit travailler sur tout parce que le logiciel peut être influencé par les composantes mécaniques du robot. Donc, ce que nous avons fait ici, avec notre expérience, nous avons développé une deuxième version de robot. Et l'idée ici est de pouvoir utiliser ces technologies et de les mettre plus rapidement sur le marché. Ce sont des robots que l'on a ici et vous verrez demain que ces robots fonctionnent de façon autonome et je ne vais pas trop vous montrer en détail ce qu'ils font, mais ce sont les mêmes robots en gros que les nouveaux. Ils fonctionnent dans les mêmes conditions mais avec un autre logiciel. Le premier réalise une opération de tonte et le deuxième est en train de dépendre des produits. Voilà, donc ça, j'en parle pas davantage parce qu'on fera une petite démonstration demain, donc vous pourrez voir ça en direct live, comme on dit en bon français. Donc nous sommes bien sûr dans le domaine de la robotique. Alors c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais nous utilisons ces technologies IoT qui sont compatibles avec les robots
et que l'on peut également utiliser par ailleurs. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici. Alors le projet Scorpion, c'est un projet européen financé par une agence portugaise et pour mettre à disposition des agriculteurs des robots. Donc on a commencé le 1er janvier 2021 et on devrait terminer notre projet à la fin de cette année. L'idée c'est d'avoir un robot qui puisse, ma foi, aller donc sur des pentes assez raides avec peu de place de manœuvre et avec des difficultés de communication étant donné les obstacles naturels et les conditions atmosphériques difficiles. Il pourra fonctionner en Suisse, en Espagne, en Allemagne, en France et nous réglons ce problème, mais nous réglons le problème d'une grande partie des Européens. Alors ce consortium comprend des entités comme Eurecat, comme SPI, comme Innovi, IPN, Deimos également, Inestec. Nous avons ici des fabricants de pulvérisation de précision. Nous avons SPI qui nous aide par exemple dans la communication. Nous avons également Marling. Partie recherche, voilà. Bon, je ne vais pas trop détailler ici, mais nous avons donc pour ce projet intégré pas mal d'entités pour montrer notre capacité à travailler en consortium. Nous, ce qui compte, c'est le robot. On a besoin d'un robot qui fonctionne avec un cahier des charges précis. Et donc, on verra ce robot. Alors, il n'aura pas encore toutes les fonctionnalités, mais vous verrez le robot avec les fonctionnalités de base de pulvérisation. Je vous invite à vous abonner à notre lettre et vous pourrez voir que ces robots sont utilisés au Portugal, en Italie, en Espagne. Au Portugal, bien sûr, c'est idéal parce que c'est à côté de chez nous et notre vigne s'étale sur des pentes. Et donc ici, nous avons un tracteur qui a 25 chevaux avec un système donc de pulvérisation pour de la pulvérisation de précision. Ici, en l'occurrence, c'était dans une vigne à plat. Voilà, merci beaucoup de m'avoir attendu. Je ne sais pas s'il me reste du temps, je ne sais pas si je suis à temps, mais je n'ai pas regardé l'heure, donc vous me direz. Je ne voyais pas d'horloge, donc j'ai parlé, et puis vous me direz, hein, si vous m'arrêterez quand ça sera la fin. Donc voici la machine que nous utilisons pour faire les arrosages de précision, les pulvérisations de précision. Et ce que nous avons montré ici, c'est que bon, il faut ajuster cela si l'on veut, parce que cette machine représente 1 tonne 600 kilos, et l'objectif est d'arriver à réduire sa taille de moitié ou son poids de moitié. Il faut qu'il soit entièrement électrique et qu'il ait la capacité de travailler à cheval. Et donc, on peut voir que ce robot fonctionne de la sorte. La capacité de transport est de 100 litres pour pulvériser sur 1 hectare. Donc ça, c'était notre premier concept. Et nous avons de nouvelles capacités. Pas seulement le transport de l'eau, que l'on peut mélanger avec un produit chimique, mais on peut également réaliser des traitements UV. Et l'idée ici est de tester, de valider ce concept avec le produit chimique. Donc ça, c'est la version finale que vous verrez demain.
Donc je ne vais pas trop en parler. Il a la capacité de transporter 10 kW de puissance avec 6 kW de puissance dans les roues. Ici, nous développons un récepteur avec un signal DNS disponible en Europe. Ici, on développe le SLAM, un petit peu comme ont fait les collègues dans la présentation d'avant, afin d'apporter une complémentarité parce que si le GPS ou le GNS échoue, alors il faut quelque chose qui permette de continuer à avancer sans ces deux technologies. Donc voilà, on a des technologies complémentaires et on peut toujours se rabattre sur une autre technologie et avoir le bon positionnement du robot. Voilà, ici je ne vais pas trop passer dans le détail. Si vous le souhaitez, je pourrais expliquer ceci davantage, mais ici l'on peut voir un petit peu l'état de l'art tel qu'il se retrouve dans la littérature. On a pu prouver que le SLAM est capable de fonctionner 30 minutes sur une vigne pentue en espalier. Alors ici, ça c'est pas une vigne typique. Et ce que l'on voit ici, la première image, c'est vous pouvez voir ce qui peut se passer avec des robots. Ça c'est quelque chose qui est arrivé à un de nos robots. Et ce que nous faisons ici, c'est que nous planifions une trajectoire sûre pour le robot afin qu'il ne se renverse plus. Et donc on travaille sur la localisation et on travaille également la planification de trajet. Donc ça, un petit peu, c'est une modélisation de la vigne sur laquelle nous testons ces robots. En outre, nous avons besoin de systèmes pour les robots afin donc d'éviter les humains, mais également les animaux. On ne peut pas s'assurer, on ne peut pas garantir l'absence d'animaux dans les vignes. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons la même technologie, la même expérience pour éviter donc des endroits dangereux. Et nous avons développé l'algorithme afin d'être en mesure de détecter les collisions avec les humains, mais également avec d'autres obstacles. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a des parties ici qui ne sont pas très raides, mais le robot n'arrive pas à surmonter le problème. Et en termes de navigation, c'est un obstacle. Et donc ce que nous faisons ici, c'est que nous avons la capacité de changer la trajectoire du robot de façon sécurisée et on s'assure ainsi de la sécurité du robot. Alors ici, on a des caméras, ce qui assure une vision à 360 degrés, capable de détecter des personnes. Et cette capacité est une capacité de détecter les humains et d'ajuster le comportement du robot en fonction, ce qui signifie qu'on réduit la vélocité et on arrête le robot le cas échéant. Et si un animal, ma foi, d'étale, on peut également l'éviter. Donc ici, nous avons développé un outil qui est capable d'étudier la sécurité donc d'un environnement donné. Alors ça, c'était la version 1. On n'a pas, on est actuellement en train de travailler sur la version 2. Voilà, donc je n'ai plus de temps. Ah, si, je vois, il me reste 1 minute. Alors, une chose qui est obligatoire pour les robots, c'est donc la supervision. Et donc, cette supervision devra être compatible avec tout système de contrôle. Qu'entends-je par là? Alors, ces solutions de supervision que nous développons peuvent utiliser une carte qui vient d'un système de support et traduit cette carte de prescription dans un ensemble de tâches
à être réalisée par le robot. Et cette mission de supervision est capable de comprendre si le robot réalise la mission, mais également s'il l'exécute comme prévu. Donc ça, c'est un des résultats du projet. Il sera ouvert, il sera en open source et on espère pouvoir le partager dans les 6 mois et le mettre à disposition de la communauté. Voilà ce que j'avais à dire. Demain, il y a les démos. J'ai essayé d'être rapide. Voilà. Et donc, j'ai parlé très vite. Merci beaucoup de votre attention. Thank you, and sorry, I'm so sorry to be. Je suis désolée, car nous n'aurons pas l'occasion de poser des questions aux orateurs. Mais ceci dit, ils seront tous présents demain avec la démonstration, donc dans la zone de démo. Sans plus de transition, nous allons parler maintenant avec Christophe Debain de l'INRAE qui va nous parler des différences de l'ARPA, donc des défis à relever pour donc l'évaluation des performances robotiques en agriculture. Je m'appelle Christophe Debain, je travaille à l'INRAE. Donc c'est l'équipe robotique de l'INRAE, la même qui a été décrite par Demia plus tôt. Avec cette présentation, j'aimerais partager avec vous nos travaux actuels concernant l'agriculture et l'évaluation des protocoles de robots en agriculture avec des tests de détection humaine et évitement de collision dans un contexte agricole. Philippe Héritier est le manager du projet et c'est financé par l'OCDE et l'INRAE. Au départ, ce projet APA a été financé par les projets agroalimentaires européens et en 2021, nous avons présenté notre premier protocole de test à EPA. Et l'idée était de tester les performances des systèmes de sécurité des robots. Nous avons surtout présenté le protocole ARPA numéro 1 avec l'évaluation des systèmes d'anti-collision. Et cette vidéo montre les résultats des tests anti-collision basé sur la norme ISO 18497 et avec le mode de panne et l'analyse des défauts sur ce type de fonction. Et on peut voir que le robot de notre partenaire, avec VitiBot et Wolfstackle, qui est là, donc la norme, et vous avez un obstacle et vous voyez les mesures qui sont effectuées durant le test avec la vitesse de la machine et la distance entre le robot et l'obstacle. En 2021, nous avons développé un autre protocole ARPA dont l'objectif était d'évaluer les performances des systèmes de perfection dans le cadre de conditions environnementales difficiles comme la pluie, le brouillard ou la poussière. Et nous avons travaillé avec Cerema à Clermont-Ferrand qui jouit d'une structure où l'on peut réaliser, simuler la pluie, le brouillard et des conditions environnementales difficiles pour les capteurs des robots. Et vous pouvez voir dans la vidéo que le test a été réalisé avec nos capteurs, avec une densité de pluie très élevée, une densité de brouillard très élevée. Et quelquefois, il est très difficile de voir l'obstacle dans ce type de conditions météorologiques. Troisième test en 2021, nous avons développé ARPA 3
Donc un système pour garantir que le robot ne quitte pas le champ agricole. Nous avons développé ici, défini une parcelle très très difficile à appréhender pour le robot, qui a une forme de baleine en fait, avec différents angles, etc., des courbes, des angles droits. Et le robot doit travailler sur cette parcelle sans problème. Donc vous pouvez voir ici le test de 2 robots de nos partenaires, Citia et Vitibot. Ça, c'était pour les tests 2021. En 2022, nous avons travaillé sur un 4e protocole avec l'objectif du tressage de la vigne. Pour le système d'évitement de collusion et d'évitement de présence humaine. Donc vous avez ici le travail, comme nous disions, pour le tressage de la vigne, où les personnes collaborent et travaillent avec les machines pour effectuer cette tâche. Et comme vous le voyez, il est quelquefois très difficile de faire la différence entre les travailleurs et la végétation. Mais grâce à ces machines, les personnes peuvent évoluer dans la végétation et on met en place un système d'évitement de collision. Dans une autre situation, ici, il s'agit d'un enfant qui se trouve dans les cultures de maïs. En fait, c'est un petit mannequin représentant un enfant d'âge environ de 6 à 8 ans. Et il est plus difficile et presque impossible pour l'œil de détecter la présence du mannequin. Donc une machine autonome doit être équipée avec des systèmes de perception extrêmement élevés pour contrecarrer ce risque de collision humaine dans ce contexte. Donc ceci représente des situations où il faut que les protocoles de test soient bien conçus pour pouvoir évaluer ces systèmes de sécurité de manière adéquate. Notre méthode, vous voyez ici les éléments de notre méthode pour mettre en place et concevoir ces protocoles de manière adéquate et appropriée. Nous avons le mode panne et analyse des défauts rencontrés. Nous considérons que les facteurs clés pour tester l'opérationnalité, c'est le système anti-collision dans un environnement agricole. Pour ce faire, nous considérons que les caractéristiques du mannequin pour des adultes ou des enfants avec des tailles spécifiques, avec l'intégration de la température du corps. Un facteur important, c'est de changer la position du mannequin dans le champ selon la végétation. Il peut être debout ou couché selon la situation du travail de la personne qui travaille dans les champs de maïs. En vue de garantir la bonne analyse des résultats, il faut créer des environnements artificiels qui reproduisent ces cultures de maïs avec des rangées de cultures, des vignes ou du maïs. Et si on veut avoir de bons résultats, nous devons comparer les premières versions aux secondes et aux troisièmes et comparer les différents systèmes d'évitement et des systèmes anti-collusion. Ensuite, nous devons enregistrer les versions machines et les configurations, les logiciels, matériels, les caractéristiques des capteurs, les positions et orientations. Notre proposition pour ce protocole de mannequins, nous avons décidé d'utiliser des mannequins de taille donc adultes et enfants, mais qui représentaient les caractéristiques de température d'un corps humain.
Pour la taille du mannequin, enfin, c'est plus difficile pour la détection, car en accord avec la norme, comme la norme ISO 3991, nous l'avons vu, et c'est beaucoup plus compliqué avec des mannequins de taille enfant. Quelle est la position du mannequin que nous avons proposé dans le protocole? Si nous voulons nous assurer que le système de sécurité fonctionne pour les robots, il faut que la position du mannequin représente le plus gros défi à relever pour le système, pour qu'il le détecte. Tout d'abord, nous avons proposé la position couchée sur le dos. Donc cette position sur le dos est vraiment la position la plus basse par rapport au sol. Deuxième position, c'est donc le mannequin qui marche vers la machine. Et le système de perception est minimum dans ce cas. Ensuite, on disait la deuxième position, c'était donc le mannequin qui était couché sur le dos. Et enfin, la position debout, qui est la position la plus communément rencontrée. Nous allons maintenant décrire le protocole que nous avons lancé pour ce test. Alors, nous avons découvert, on peut voir ce schéma, ce diagramme. La machine, donc l'approche voit l'approche du mannequin, et il y a un contact entre le mannequin et la partie rigide de la machine. Vous avez sur la droite la machine, et en foncé vous avez donc ses caractéristiques, son matériel. Nous avons des feuillages artificiels, du végétal artificiel. La machine et donc ces options arrivent. Vous avez plusieurs fonctions du mannequin. Le premier va dans la trajectoire de la machine. L'autre est à 1 mètre de la machine, dans la végétation. Et le dernier est à 1 mètre après la végétation, dans une situation de virage à 360 degrés. Alors le deuxième est couché, c'est le point de référence. Vous avez les même 3 emplacements, mais avec le mannequin qui est couché. Et pour le troisième test, dernière position, il est perpendiculaire à la direction de travail de la machine. Donc la trajectoire a un virage à 90 degrés, comme c'est le cas dans ce type de culture, pour reproduire un impact éventuel sur la trajectoire. Donc les emplacements en fait représentent la position des machines et la position des pistolets de pulvérisation. Maintenant, quelques mots concernant les systèmes de métrique, les outils de mesure. Il y a un système de laser qui va assurer la traçabilité. Ce système de mesure sur la gauche, il y a une fibre optique qui est fixée sur la machine, et le robot,
comme vous le voyez dessous, vous avez un graphique représentant la vitesse de la machine. Le télémètre peut mesurer entre la vue optique et donc on peut enregistrer toutes les mesures. Si le test est probant, ceci signifie que le robot fonctionne de manière sûre et que la position, donc distance minimale entre le mannequin et la machine est mesurée et bien respectée. Voici la liste des opérations que nous avons proposées, le modus operandi pour effectuer ces tests d'évitement de collision avec un humain, donc vitesse maximale, charge maximale, toutes les informations qui figurent dans le manuel d'utilisateur du robot. Ensuite, nous recevons et préparons le robot avec le fabricant, avec quelques techniciens et ingénieurs et personnes représentant les fabricants. Nous vérifions le robot, les différentes versions du système, l'orientation des capteurs, la compliance avec les documents techniques et le guide d'utilisation. Nous devons mesurer également les dimensions et le poids de la machine et l'équiper avec les instruments comme le système optique. Et nous devons apprendre et donner une mission, la mission au robot en installant le laser traceur à l'arrière et lancer ensuite un essai. Et on peut voir si la collision a été évitée ou pas et mesurer la distance entre l'obstacle et la machine. Ensuite, tous les modes d'opération en avance, mode autonome, en marche arrière, marche avant, mode autonome et non autonome. Et nous enregistrons toutes les données des tests et toutes les conditions en parallèle aux tests. Ici, vous voyez un exemple de test que nous avons réalisé avec un robot. Donc c'est le protocole avec notre mannequin. Cette vidéo contient également en haut, c'est donc une caméra thermique qui enregistre la présence du mannequin. En bas, c'est la caméra GoPro. Là, c'est une caméra statique qui produit l'image blanche. Et il s'agit donc du laser traceur et des données provenant de ce laser traceur pour la dernière photo. En octobre 2022, l'OCDE, en partenariat avec Agrotechnopole, lors d'une conférence d'ingénieurs à Agrotechnopole in Menthol en France, nous avons partagé les progrès réalisés dans les protocoles donc de sécurité de systèmes anti-collision pour les robots. Et donc plusieurs expériences ont été réalisées avec les fonctions de sécurité, avec en parallèle des conférences et des réunions en vue de partager l'utilisation de ces protocoles à travers les pays de l'OCDE qui étaient représentés à cette occasion. Notre proposition pour les protocoles sont de suivre les concepts de PRL, donc dans le cadre du projet européen, Protocol Readiness Level en anglais. En fait, c'est
ceci représente en fait, on est dans le cadre du PRL 3, de système, et ceci propose aux fabricants qui s'intéressent à la thématique de ces sécurités, de ces systèmes de sécurité, qui souhaitent apporter des améliorations à leur système. Nous souhaitons être dans le PRO 6 en juin 2020. Nous souhaitions l'être en juin 2022. Donc à cette époque, nous avions publié nos protocoles de test. Donc pour conclure, Agrotechnopole propose aujourd'hui une offre de test gratuite, donc présentée en 2021 au FIRA. ARPA 1 pour le système anti-collusion, ARPA 2 perception, système de perception dans des conditions environnementales difficiles, et ARPA 3 système de géoprotection. Et en 2023, Agrotechnopole va pouvoir proposer le ARPA 4 protocole, un système dans un contexte d'anti-collision dans le monde agricole. Donc vous pouvez contacter Sherpa Engineering, qui est notre opérateur pour tous ces tests. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Je suis désolée, nous avons pris du retard dans les présentations. Donc, il s'agissait ici de la dernière présentation de ces séances de travail. Donc, si vous avez des questions, je suis sûre qu'il y en a, qu'elles sont nombreuses. Eh bien, n'hésitez pas, durant la pause qui arrive, pour les poser. Nous reprenons dans 10 minutes. Donc, nous nous retrouvons pour la dernière séance à 15h50. Donc c'est ça, ça fait 20 minutes de pause. 15h50. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons dans 20 minutes. À tout à l'heure.